Ça fait un petit moment que je travaille aux États-Unis. Mais je vais revenir brièvement sur mon parcours. J'ai travaillé un petit temps en Amérique du Sud. Enfin, j'étais en France. Je travaillais en tant que consultante pédagogique, ensuite à l'UFM. Puis je suis partie à l'étranger. Je suis restée une dizaine d'années aux États-Unis. Je suis ensuite passée au département de valorisation des usages, développement des pratiques au ministère. Et puis là, je suis revenue pour terminer des expérimentations aux États-Unis où le terrain et tout autre. C'est ce que je vais essayer de vous détailler, de vous donner à entendre. C'est pas une comparaison, c'est pas dire on est en avance, on est en retard. C'est des choses qui se posent différemment parce que les systèmes sont profondément différents. Ils sont profondément différents, pas juste dans les moyens qui sont déployés, mais dans la culture. Ce qui fait que l'appréhension de ces nouveaux outils est également. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont réjoui au travers des présentations qui ont été faites. J'ai relevé une phrase que je vais garder un moment, c'est on ne peut pas imposer l'envie d'apprendre. C'était une intervenante qui expliquait qu'il n'était pas possible d'imposer cette envie, qu'elle était à construire et à promouvoir dans le milieu scolaire. Je crois qu'aujourd'hui, le numérique, en fait, de par l'espace qu'il offre et de par le fait qu'on casse un petit peu les structures classes et le temps, il est tout à fait aujourd'hui au cœur de ce que vous essayez de promouvoir avec votre conférence Oser innover. Alors, quelques éléments clés. Aux États-Unis, je vais reprendre pour moi en espérant que ça ne bouscule pas trop votre présentation, mon diaporama. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous l'avez mentionné à plusieurs reprises au cours des différentes interventions, je vous ai suivi en live, les processus de production et de diffusion des connaissances sont différents et bien évidemment les publications sont différentes. Et ce qui est important, ce qui j'ai vu ressortir à plusieurs moments et était très bien développé par l'ensemble des intervenants, c'est que les enseignants vivent une situation qui est inédite pour eux. Ils sont en rupture complète avec les normes de leur propre culture scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espace classe, vous le disiez tout à l'heure, il est à repenser, mais de manière plus générale, ce sont les constantes de l'école qui sont à repenser. Alors, premier élément dans ces constantes, je vais vous parler des locaux avant de vous parler des méthodologies d'apprentissage. Au niveau des locaux, les États-Unis, puis certains pays d'Europe de l'Est, du Nord, mais de l'Est aussi, ont mis en place, en fait, avec l'arrivée de certains outils et de la possibilité d'avoir des connaissances à portée de clic, ce qu'on appelle des troisièmes lieux. Les troisièmes lieux, ce sont, imaginez, des bibliothèques, en fait, des CDI, des médiathèques, qui aujourd'hui sont des lieux d'ouverture et de jonction entre l'intérieur et l'extérieur. Vous l'avez dit, entendu, et je ne vais pas revenir là-dessus, le numérique permet en fait éclate le temps et permet de porter le temps scolaire en dehors de ce qui est usuellement 8h30, 16h30. Ces locaux qu'on appelle troisième lieu, qui sont des bibliothèques ouvertes, CDI, on les appelle les e-learning, se trouve dans les établissements secondaires. On commence à les voir arriver ici dans le primaire. Ils étaient déjà présents depuis longtemps en université. Ce sont des lieux dans lesquels on a des ordinateurs, on a des tablettes, on a la possibilité en fait d'interagir sur des curriculums autres qui vont compléter ce qui est proposé en présentiel. C'est-à-dire que sur une classe de 4e ou 3e, je vais avoir l'option, si j'en ai envie, de prendre un module de design qui n'est pas présent dans mon établissement, et je vais avoir la possibilité de suivre ce cursus dans ce qu'on appelle ces troisièmes lieux. Ces troisièmes lieux sont aussi des lieux de rencontre sur lesquels on travaille notamment sur la communication et sur les magazines. Effectivement, la culture ici du magazine, de la diffusion est bien plus importante. Ce sont des lieux qui servent aussi pour ça. Et puis, ce sont des lieux, quelque chose qui est aussi novateur et qui, à mon avis, est à prendre en considération. Ce sont des lieux de jonction, je vous l'ai dit, intérieur-extérieur, et ce qui veut dire qu'on a des élèves, mais on a aussi des personnes de la communauté environnante, et ce qui amène d'autres interactions. Et des personnels qui sont présents, qui ne font pas toujours partie de ce qu'on a usuellement en tête en tant que personnel d'école. Ça, c'est les premiers éléments. Ces troisièmes lieux qui sont présents et qui amènent à une intégration
numérique, enfin, j'aime pas parler d'intégration numérique, mais qui amène une transformation du monde scolaire, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. L'autre élément très important, ce sont les méthodologies d'apprentissage. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de collaboration, d'éléments de travaux synchrones, de vidéos et d'écriture notamment. Alors effectivement, un élément au niveau des méthodologies d'apprentissage qui se repose différemment, ça va être utiliser, apprendre à écrire ou à faire de la vidéo ou de quelconque activité collaborativement, ça s'apprend. Il y a des méthodologies d'apprentissage à développer, choses qui ne sont pas encore en devenir en France, c'est aux États-Unis et globalement en Amérique du Nord, hein, au Canada aussi, pour accompagner les travaux collaboratifs à l'intérieur des établissements. C'est pas juste mettre des élèves ensemble, il y a des rôles, il y a des répartitions de tâches très particulières, et puis il faut apprendre ce que c'est, il faut apprendre à savoir si il y a un leader, si je dois avoir le producteur, si j'ai un rôle d'accompagnant, si j'ai tout ça, ça s'apprend. Il y a ici qui accompagne en fait ces travaux collaboratifs, les enseignements de social emotional learning, qui aident les élèves à se positionner et donc à rentrer en collaboration de manière beaucoup plus efficace et efficiente. Ça, c'est un point important au niveau des méthodologies d'apprentissage, pas que le numérique apporte la collaboration, et pour travailler collaborativement, eh bien, il faut se poser certaines questions de savoir-être avec les autres et puis aussi de connaissance de soi-même. L'autre élément, j'ai entendu Michel Guillou qui disait que la publication aujourd'hui avec le numérique permettait de porter sa parole à un auditoire universel. C'est vrai, c'est un grand plus. Baptiste Génissin vous a parlé de ce magazine et vous avez eu, il a été fait mention du fait qu'il est intervenu avec d'autres classes. Ceci s'est fait grâce à Twitter, c'est-à-dire que d'autres classes ont lu ces magazines et puis ont commencé à poser des questions. Donc c'est d'autres systèmes de correspondance scolaire qui se mettent en place. Et j'aimerais dire qu'en parallèle et presque en complément de cette parole à un histoire universelle, on a en fait l'introduction d'autres compétences. C'est-à-dire qu'on porte un savoir à l'extérieur, mais c'est aussi la possibilité de faire entrer un savoir à l'intérieur. C'est ça aujourd'hui le numérique. C'est que l'enseignant devient un guide qui va aider les élèves à se déplacer et à apprendre sur ce nouveau milieu, sur ces nouveaux médias, sur ces nouveaux milieux. Et en fait, ça permet également de faire entrer la compétence dans le sens où, là je vais vous parler de l'expérience nord-américaine, on a développé, et je l'ai vu en France l'année dernière au travers de certains ENT, notamment en Rhône-Alpes, qui permettaient de faire des résidences, de mettre en place des résidences d'artistes sur une année scolaire à disposition de plusieurs établissements. Ce sont des éléments qui ici sont généralisés depuis un moment et qui ont surtout attrait à des partenariats avec le monde de l'industrie, le monde de l'entreprise, et qui s'effectuent sans absolument aucun prosélytisme. Je tiens à le dire parce que c'est quelque chose qui nous fait très peur en France et c'est normal, il faut y être attentif. Ici, les partenariats avec le numérique vont toucher en fait surtout des classes de collège et de lycée. Certains ingénieurs, par exemple en robotique, vont pouvoir intervenir et aider les classes à monter des projets très particuliers sur lesquels l'enseignant a des compétences, mais il n'a peut-être pas les compétences de cet ingénieur qui va travailler chez IBM. Donc, font partie des prérogatives, des plans stratégiques des entreprises, nous déchargent des ingénieurs à hauteur de, ça dépend des entreprises, 5-10% de leur temps, et sans contrepartie aucune demandée à l'établissement, peuvent intervenir pour accompagner des projets et puis aider les élèves à aller bien au-delà de ce qui serait peut-être possible de faire en milieu scolaire clos. L'élément important de cette intervention de compétences, c'est pas tant une remise en cause des compétences de l'enseignant même, quand on amène ce type de personnel à l'intérieur de l'école, et pour ceux qui n'auraient pu avoir la chance de vivre un artiste en résidence à l'intérieur de l'école, c'est quelque chose que, même avec la meilleure volonté de l'enseignant, il y a des éléments qu'on ne peut pas faire passer et que eux sont porteurs d'une passion, sont porteurs d'un savoir, d'une envie. Je reviens sur le mot d'envie parce que cette phrase est magnifique, qui est véhiculée beaucoup plus facilement que nos élèves attrapent. Donc,
Ça, c'était un deuxième point sur les défis d'apprentissage après la collaboration. Et puis, j'entendais aussi M. Liu qui parlait d'expression des élèves non guidés. C'est vrai. On arrive aujourd'hui, on essaie, avec ces éléments de publication, à avoir une parole plus libre, moins restreinte. Et puis, dans le non guidé, il y a ces éléments de collaboration forts et prégnants, qui permettent, je pense, le bridage, il vient du fait que quand on intervient individuellement, il n'y a pas de retour. Mais à mon avis, je pense que le fait d'intervenir collectivement, en fait, il y a des systèmes d'autorégulation qui se mettent en place plus fortement et qui amèneront en fait à libérer cette parole. Alors, au niveau du temps, je vous en ai parlé, ils sont à repenser complètement. Et beaucoup d'établissements aussi ont fait des choix je vous en ai parlé un petit peu avec les troisièmes lieux, de ce qu'on appelle le blending learning, c'est-à-dire des apprentissages qui sont en présentiel et en distanciel, sur temps de classe ou ce qu'on appelle le hors temps de classe. C'est une première possibilité. Et si vous avez un peu de temps, je vous engage à aller visiter un site d'établissement incroyable qui est une école collège-lycée qui est à San Diego, qui s'appelle iTech Eye et qui utilise le numérique depuis longtemps, qui a permis à ses élèves de développer une continuité dans les apprentissages grâce à une mise en place systématisée du portfolio. Et les entrées qu'ils ont choisies ne sont pas des entrées disciplinaires, ce sont des entrées transdisciplinaires. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. C'est une marque importante de ce que facilement le numérique. Et ces portfolios, vous irez regarder si vous avez un peu de temps et vous verrez qu'on voit les différentes années d'un cursus scolaire allant de la 4e à la terminale d'un élève, et on voit que les entrées sont des entrées curiosité, stage, des propres écrits qui vont traverser l'ensemble des champs disciplinaires. C'est un élément important, c'est comme ce qu'on appelle en maternelle les cahiers de progrès, un cahier de progrès qui dure plusieurs années, avec des supports audio qui sont en soi, pour cet établissement-là, a fait le choix que ces supports représentent des évaluations, et je pense que ça, c'est l'avenir. D'autres initiatives à mentionner sur le hors-temps scolaire, c'est un élément qui est intéressant, c'est qu'en Arizona, il y a quelques années, l'État d'Arizona, dans le département en grande difficulté scolaire, a fait le choix de mettre à disposition des élèves qui avaient énormément de transport, de l'ordre de 45 minutes à 1 heure aller, donc 45 minutes à 1 heure par retour, le Wi-Fi dans les bus. Et donc des chercheurs se sont attablés à minutieusement regarder ce qui se passait au niveau des évaluations sur 3, 4, 5 ans en mettant le Wi-Fi. Alors il y a eu des détracteurs qui disaient que c'était regarder Facebook, les emails, télécharger des vidéos. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à faire un champ d'investigation, de devoir, une espèce de troisième lieu, et sur lesquels on commençait à faire des recherches, à dialoguer, et puis à construire ensemble ce qui était demandé pour ce temps scolaire-là. Donc, évidemment, si je vous en parle, c'est que les résultats de ces évaluations faites par les chercheurs montrent qu'au niveau des standards des CTI et des SAT, ce sont l'équivalent de certains tests qui permettent d'entrer ici dans les universités. On a eu une notable augmentation de ces scores-là. Quand j'ai dit notable, on est à peu près des 10% sur les temps d'utilisation grâce au moment où ils ont commencé à mettre en place les Wi-Fi. Et puis, l'élément qui n'était pas, comme toujours dans la recherche, il y a des éléments qui tombent et qui n'étaient pas attendus, un climat scolaire beaucoup plus serein. Ça se note avec des interactions dans certains bureaux de vie students, des altercations. Et puis, les parents avaient l'impression d'avoir plus de temps avec leurs enfants. Les enfants moins retranchés dans les chambres, plus disponibles. Donc, ça, c'était l'élément intéressant à noter dans cette étude. Globalement, je vais terminer là-dessus, la transition, elle est peut-être différente ici, et pas autre et pas meilleure, je tiens à le dire, les éléments à prendre en compte. Elle est différente parce qu'il y a, après 10 ans passés ici, il y a 3 éléments qui font que les choses se passent vraiment différemment. Le premier élément, c'est qu'on a ici, au niveau national, des laboratoires d'expérimentation qu'on appelle Charter School.
C'est-à-dire que l'enseignement public permet, on a une France par exemple avec le lycée autogéré, mais il y en a des centaines ici de lycées autogérés, des milliers dans chaque ville en fait, sous réserve d'avoir un projet monté et de montrer des résultats aux évaluations constantes et continues satisfaisantes. Tout à chacun, quand je dis tout à chacun, c'est un enseignant peut se présenter et peut dire voilà, moi mon projet c'est de développer sur un cursus principalement basé sur la musique, ce type d'établissement, je vais mettre à disposition ces éléments-là. Et ce qui se passe, c'est que pour l'État des États-Unis, ça représente un formidable champ d'investigation. Donc, ils fournissent les enseignants, ils fournissent en fait le budget, et puis après, ils chargent la personne responsable de monter. Donc, quand je vous parlais de cette école à ITK, c'est une école en fait, ce qu'on appelle une charte, ce sont ces laboratoires d'expérimentation. Ils vont parfois très loin parce qu'ils permettent après de tirer certains éléments, de les mettre en place au niveau universitaire pour la formation des professeurs, ce qui est le cas de cette école que je vous citais précédemment à San Diego. L'autre élément important, c'est que le système de formation continue, il invite à l'autonomie, à la responsabilité, à la responsabilisation des enseignants et des personnels. C'est-à-dire que ce n'est pas ici une formation descendante décidée par les académies des circonscriptions, des plans régionaux ou nationaux. Dès lors qu'un enseignant est accrédité à être enseignant, on reçoit son diplôme. Évidemment, il y a ces formations-là qui existent, mais qui représentent un minimum dans leur temps de formation continue. Ils ont la charge d'accumuler un nombre de crédits et qu'ils vont pouvoir obtenir via la présence à qui le souhaite. Intervention dans un musée, travaux dans un labo de recherche scientifique le samedi matin. Enfin, c'est divers, c'est-à-dire que l'ensemble de la communauté qui n'est pas scolaire, hein, des musées qui n'ont rien à voir avec un partenaire scolaire, vont proposer des éléments et puis ces éléments-là vont être référencés par ici l'État ou les districts en disant que ce programme-là représente 5 unités, 6 unités. Donc, ils ont comme ça 5 ans pour obtenir un certain nombre de crédits et investir les champs de leurs propres besoins. Et des bilans sont faits comme ça tous les 5 ans pour pouvoir aider l'avancée. Donc, en fait, on a de fait une formation beaucoup plus individuelle et des gens qui sont, je trouve, poussés vers une connexion peer-to-peer plus importante. Donc, ce qui facilite, en fait, toutes ces nouvelles méthodologies d'apprentissage et de numérique. L'autre élément qui est un incontournable, c'est au niveau technique. La généralisation des ENT est ici présente depuis 10 ans. Donc, quand les tablettes sont arrivées, ce qu'on appelle les couches basses, c'est-à-dire la mise en place de ce qui pose problème aujourd'hui encore actuellement en France, donc le débit, Internet, les réseaux qui tiennent sans tablette dans une classe, du fait de la présence de ces ENT et d'autres éléments, ça a facilité considérablement cette mise en place-là. Et puis, ces espaces de stockage qui permettre de sortir, parce que c'est une problématique aujourd'hui, c'est intéressant, mais le plus intéressant, c'est de savoir comment on sort de la tablette. Et on peut le sortir dès lors qu'on a un ENT. D'autres moyens sont possibles, mais le moyen plus efficace est d'utiliser les ENT. Le fait d'avoir une généralisation ici existante depuis longtemps et des réseaux stables a facilité tout ça. Voilà. Je vais terminer là parce que mon temps était restreint. Je l'ai sûrement dépassé et je m'en excuse. Et je dis que vos questions, s'il y en a. Je suis désolé, Julie, mais je pense qu'on les a tués. Là. Je vois la salle. Mais s'il y a quand même des courageux qui ont quelques questions, on a toujours le micro qui circule. Donc, allez-y. Simplement, s'il y avait à San Francisco. Que change la proximité de Silicon Valley? Attendez, le micro, parce que Julie et nos auditeurs. Si vous êtes bien, comme je l'ai compris, à San Francisco, ça fait quoi d'être à côté de Silicon Valley? Excusez-moi, je vous entends très mal. Si ça se trouve, elle n'est même pas à San Francisco. Est-ce que vous êtes à San Francisco, Julie? C'était la question. Est-ce que la proximité, c'était quoi? Silicon Valley. Ah oui, est-ce que la proximité de la Silicon Valley aide au déploiement du numérique? Oui, je pense que ça aide énormément. On a ici quand même une communauté dans tout l'État de Californie, je pense qu'il reste relativement avancé. Et on a des partenariats en fait avec ces entreprises-là qui aident. Et en fait, les politiques de ces entreprises sont des politiques managériales et de ressources humaines qui mettent beaucoup de temps et d'investissement dans les locaux scolaires, dans le temps donné aux employés pour travailler en milieu scolaire. Oui, bien sûr. D'accord.
Est-ce qu'on a d'autres questions Si vous aviez, allez, une question facile pour moi. Si vous aviez eu un conseil de quelque chose qui pourrait vraiment changer, disons, dans les 10 ans, significativement l'éducation, qu'est-ce que vous pensez? Quelle serait l'étape, selon vous, un peu décisive, ou l'ensemble d'étapes qui ferait qu'on arriverait en France voilà, peut-être à inclure un peu plus de pédagogie de projet, justement, puisqu'on a un peu profité de cette journée pour voir que c'est quand même quelque chose de plus en plus important à l'ère un peu de l'Internet et du savoir sur le web. Qu'est-ce qui pourrait changer fondamentalement? Je pense qu'avant de parler d'équipement et d'introduction, d'intégration du numérique, on a quand même un travail sur la formation continue à mettre en place des jeunes. Et je pense qu'il va falloir, ces éléments-là vont venir du terrain et ne vont pas forcément en haut. Et c'est une. L'élément à changer, je n'ai pas la solution, hein, mais c'est une flexibilité, une ouverture qu'il va falloir essayer de construire avec les enseignants.